Bonjour et bienvenue sur l'interface Anubis. Je mets ici mon intelligence artificielle à votre service afin d'enseigner les rudiments de la 9e version de Warhammer 40 000 aux humbles mortels que vous êtes. Warhammer 40 000 est un jeu de stratégie voyant s'opposer des armées de différentes factions au cours du 41e millénaire. Après avoir composé leurs forces, chacun à leur tour, les adversaires auront l'occasion de déplacer et de faire agir leurs troupes dans le but d'accomplir des objectifs stratégiques. Nous allons tout d'abord explorer les principes généraux qui seront nécessaires par la suite. Ceci est une figurine. Elle symbolise l'un des combattants sur le champ de bataille. Vous pouvez observer qu'elle est constituée de deux parties distinctes. Tout d'abord, la représentation en 3 dimensions du combattant à l'échelle 28 mm, c'est-à-dire approximativement 1/56e de sa taille réelle. Puis, le socle tronconique sur lequel elle repose. La forme et la taille du socle varient, il peut être circulaire, ovale ou en forme de pilule. Toutefois, ces dimensions sont intrinsèquement liées à la figurine qu'il supporte. Il arrive que le fabricant change la taille ou la forme des socles d'une figurine donnée d'une version à l'autre. Ces dernières doivent alors être resoclées. Notez que certaines figurines ne possèdent pas de socle, le plus souvent des véhicules. Comme nous allons le voir dans la partie suivante, ce détail prend toute son importance lorsqu'il s'agit de mesurer la distance entre deux figurines. Warhammer 40 000 a été créé par les Britanniques. Cette peuplade éprouve une aversion profonde pour le système métrique, c'est pourquoi les distances sont mesurées en pouces. Lors d'une partie de Warhammer 40 000, vous pouvez mesurer à tout moment les distances entre les éléments de jeu. Vous n'aurez donc pas à les estimer. Pour mesurer une distance entre deux figurines, il suffit de déterminer le nombre de pouces séparant les points les plus proches de leur socle. Si une figurine n'a pas de socle, il faut mesurer à partir de sa coque. Le terme coque représente l'intégralité d'une figurine dépourvue de socle. La portée d'engagement est la distance au sein de laquelle une figurine représente une menace directe. Cette zone émane à 1 pouce de la figurine lorsque l'on mesure horizontalement. Mais elle s'étend à 5 pouces lorsque l'on mesure verticalement. Si une règle vous permet de placer une figurine sur le champ de bataille, vous devez la placer hors de la portée d'engagement des figurines ennemies. Il peut arriver qu'une règle vous demande de déterminer quelle figurine est la plus proche de la vôtre. Si deux figurines sont équidistantes, le joueur à l'origine de cette règle peut choisir arbitrairement laquelle est la plus proche. La nature de l'être humain étant instable, il n'est pas inutile de préciser qu'on ne peut pas changer d'avis par la suite. Les figurines combattent en unité. Elles peuvent être placées et finir tout type de mouvement en cohésion d'unité. Pour être en cohésion, l'unité doit former un groupe unique au sein duquel chaque figurine est à 2 pouces ou moins d'une autre figurine. Autrement dit, aucune partie de l'unité ne peut être à plus de 2 pouces du reste de l'unité. Par exemple, dans ce cas, toutes les figurines sont à 2 pouces d'une autre figurine de l'unité, mais elles ne forment pas un groupe unique. Autrement dit, une partie de l'unité est à plus de 2 pouces du reste. Lorsqu'une unité est partagée entre plusieurs hauteurs, aux différents étages d'un bâtiment par exemple, la cohésion de l'unité permet un éloignement de 5 pouces à la verticale en plus des 2 pouces horizontaux. À partir de 6 figurines, la cohésion d'unité devient plus exigeante. Chaque figurine doit se trouver en cohésion avec 2 autres figurines de l'unité.
De nombreuses formations sont possibles, en voici quelques exemples. Cette dernière ne l'est pas, les figurines des extrémités n'étant à 2 pouces que d'une seule autre. Si pour une raison quelconque une unité venait à perdre sa cohésion, elle se retrouverait dans l'impossibilité d'effectuer tout mouvement ne lui permettant pas de la retrouver. Elle peut par contre toujours rester immobile. Quand une règle vous permet d'ajouter des figurines à votre unité, vous devez les ajouter en cohésion avec l'unité, ou renoncer à les ajouter. La force de départ d'une unité est son effectif initial lors de la création de votre armée. Si l'effectif de l'unité chute en dessous de la moitié de sa force de départ, on dit qu'elle est en dessous de sa demi-force. Lorsque la dernière figurine de l'unité est détruite, l'unité est considérée comme détruite. Pour profiter de cette destruction, pour remplir un objectif par exemple, il faut que la dernière figurine de l'unité ait fui le champ de bataille ou ait été détruite par une attaque ou une règle émanant d'une de vos figurines. Ici, deux exemples d'unités de force de départ 5 ayant subi des pertes différentes. Si une capacité vous permet de fusionner deux unités, additionnez les forces de départ de ces dernières pour obtenir la nouvelle. Par contre, quand une capacité vous permet de scinder une unité, les effectifs de ces unités après la scission deviennent les nouvelles forces de départ. Tout d'abord, un petit interlude lexical. Ce jeu semble traduit avec les pieds. Lorsque l'on dit qu'un élément doit être par exemple à 3 pouces d'un autre, il est implicite qu'il s'agit de 3 pouces ou toute distance inférieure. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en anglais, nous utilisons within, qui veut dire dans les, mais qui est malheureusement traduit à. Pour nos exemples, j'ai choisi un cylindre de 40 mm de diamètre et une distance arbitraire de 3 pouces. Les figurines impliquées ont des socles, on mesure donc à partir de ces derniers, mais l'on pourrait tout aussi bien mesurer à partir de la coque de figurines sans socle. Pour qu'une figurine soit à 3 pouces du cylindre, il faut qu'au moins une partie de son socle soit à 3 pouces. Pour qu'une figurine soit entièrement à 3 pouces du cylindre, il faut que la totalité de son socle soit à 3 pouces. Considérons ici une unité de 5 figurines. Pour que l'unité soit à 3 pouces du cylindre, il suffit qu'une partie du socle d'une figurine de l'unité soit à 3 pouces. Pour que chaque figurine de l'unité soit à 3 pouces, il faut qu'une partie du socle de toutes les figurines de l'unité soit à 3 pouces. Pour que l'unité soit entièrement à 3 pouces, il faut que tous les socles de l'unité soient totalement à 3 pouces. Warhammer 40 000 est conçu pour être jouable avec des dés classiques, que nous appelons ici des D6 pour dés à 6 faces. S'il est fait mention de D3, il s'agit de dés sur lesquels chaque chiffre de 1 à 3 est présent 2 fois. Vous pouvez tout à fait utiliser des D6 à la place de D3. Mais il faut alors faire comme si sur les faces 1 et 2 étaient imprimés 1, 3 et 4 imprimés 2, et 5 et 6 imprimés 3. Si vous devez jeter un seul dé, on vous demandera de lancer un D3 ou un D6. Toutefois,
certains jets impliquent de lancer plusieurs dés. On fait alors précéder le nombre de dés à lancer au type de dés. Le résultat est l'addition de tous les résultats. Ici, 2d6, 3d6, 4d6, 10d6, ou soyons fous, 100d6. Souvent, pour des raisons de rapidité, vous serez amené à lancer plusieurs jets de D6 identiques simultanément. Ici par exemple, il s'agit de 25 jets de 1d6 et pas d'un jet de 25 d6. Les résultats sont donc à interpréter séparément. La difficulté d'un jet est un chiffre suivi du symbole plus. Une difficulté de 3 plus signifie que tous les résultats égaux ou supérieurs à 3 sont des succès. Ici, les 1 et les 2 sont des échecs, tandis que les 3, 4, 5 et 6 sont des succès. Un jet peut être altéré par des modificateurs. L'ordre d'application de ces modificateurs importe, puisqu'en fonction de leur enchaînement, on peut aboutir à des résultats tout à fait différents. Ici, la multiplication par 2 s'applique avant l'addition de 3, ce qui aboutit à une différence de 3 sur le résultat final. L'ordre des opérations est le suivant. On divise, puis on multiplie, ensuite on additionne et enfin on soustrait. Si le résultat n'est pas un entier, l'arrondi se fait au supérieur. Rassurez-vous, cette séquence existe à des fins d'arbitrage, mais vous aurez rarement autant de modificateurs à gérer. Le résultat d'un jet ne peut jamais être modifié en dessous de 1, il n'a par contre aucun maximum. Si l'on parle d'un résultat non modifié, il s'agit du résultat brut sans qu'un modificateur ne lui ait été appliqué. Les relances que nous allons voir par la suite ne sont pas des modificateurs. Lorsqu'une règle vous permet de relancer un jet de dés, si vous choisissez de le faire, vous devez, sauf mention contraire, relancer tous les dés de ce jet. Nous avons 25 jets de 1d6, dont la difficulté est de 4+. Une règle nous permet de relancer les 1. À l'issue de cette relance, un succès supplémentaire sera obtenu. Dans ce second exemple, nous pouvons relancer tous les échecs, et la difficulté est de 3+. Il y a pour le moment 17 dés, dont les faces indiquent 3, 4, 5 ou 6. Il serait donc possible de relancer les 8 autres. Cependant, nous allons corser le tout avec un modificateur de -1. Une notion importante à retenir est que les relances sont déterminées avant les modificateurs. Suite à ce -1, les 3 deviennent des échecs. Pour autant, ils ne sont pas relançables parce que les dés à relancer sont déterminés avant les modificateurs. Seuls les 1 et les 2 au dé étaient alors des échecs. C'est sur cette nuance inutilement complexe de Warhammer 40 000 que nous allons clôturer ce premier épisode. J'espère qu'au moins quelques bribes de ces informations trouveront leur place durablement dans vos cortex. En attendant la suite, restez connectés. À vous, Anubis.